Et puis on va passer à la deuxième séquence maintenant de la soirée avec nos deux invités. Bonsoir. Vous semblez déjà en digestion, c'est pas bon signe ça. Mais ça va changer. Alors, donc pour cette partie, ce plat de résistance, donc j'ai le plaisir d'appeler sur l'estrade nos deux invités, Elisabeth Moreno, présidente de Lenovo France, et Thiaba Kabarassi, CEO de Afik Fund et fondatrice de Deloitte Sénégal. Et il y a un siège vide. Je sais pas qui va s'asseoir là. Si. En fait, c'est Cécile Tchakan qui... alors Cécile, je l'ai rencontrée virtuellement, pas sur Meetup, hein, sur Mythic, pardon, vous savez, j'ai même fait la faute, hein, c'est pas sur Meetup, ni Mythic, mais sur Twitter. Et après, je l'ai rencontrée en vrai lors d'un événement Cap Digital. Donc, Cécile est une professionnelle du marketing des technologies, des nouvelles technologies. Et donc, elle jongle entre les Facebook, Twitter et les médias pour promouvoir sa vision du développement de l'Afrique et aussi communiquer sur ses nombreuses actions de terrain afin de promouvoir d'abord et avant tout la femme, la contribution de la femme africaine dans le développement de l'Afrique et du Sénégal en particulier. Et bien sûr, son grand dada, c'est le développement inclusif et durable, surtout. Voilà. Donc, Cécile elle nous a fait la gentillesse de venir animer ce débat à pied levé, puisque c'était Nafissa Toudia qui devait le faire. Et donc, on la remercie vraiment chaleureusement. Bon, elle a déjà rencontré virtuellement les invités et je lui tends donc le micro tout de suite. Alors, merci Samir pour cette présentation. Donc, moi, en fait, je vais juste déjà dire que je suis très contente d'être là, mais vraiment, c'est un honneur qu'on m'a fait, donc du coup, de pouvoir aussi mener ce débat. Donc, j'en suis vraiment très ravie. Et donc là, ce qu'on va faire, je ne vais pas parler à votre place, je vais juste vous demander, donc Thiaba et Elisabeth, de vous présenter tout de suite, de nous dire quel a été vos parcours dans un premier temps. Oui, donc je m'appelle Thiaba Kabarassi. Je suis expert comptable de métier, de formation. C'est une profession que j'ai exercée jusqu'en octobre de l'an dernier. Et puis, voilà, j'ai dû faire ma crise de milieu de vie parce que j'ai décidé de changer de métier et je suis maintenant associée dans une société de gestion de fonds d'investissement qui s'appelle Afik Funds, qui a été fondée par deux anciens étudiants de Wharton, Harvard, qui ont commencé leur carrière à Wall Street et qui investissaient sur l'Afrique et qui à un moment donné se sont dit que ça faisait du sens de se baser localement. Donc j'ai rejoint leur équipe au mois d'octobre et je découvre le métier du private equity. Au plan personnel, je suis mariée, j'ai 3 garçons. Donc, je suis souvent en minorité et je le suis d'abord à la maison. Et que dire d'autre? Donc, j'ai fait mes études supérieures ici, en France. Donc, une prépa HEC et puis l'ESCP.
J'ai eu mon diplôme un 30 juin et le 10 juillet, j'étais à Dakar avec armes et bagages. Ça fait maintenant 33 ans. Voilà. Merci, Thiaba. Bonsoir à toutes et à tous. Thiaba m'a appris un mot que j'ai envie d'essayer. Mangilendi Dinyuyu. Non, c'est ça. Je n'étais pas loin. Je suis extrêmement heureuse d'être avec vous ce soir parce que, vous le savez, le Cap-Vert n'est pas loin du Sénégal. Il y a énormément de Cap-Verdiens au Sénégal et il y a beaucoup de Sénégalais au Cap-Vert. Et pendant que j'entendais les deux jeunes femmes présenter à la fois leur métier et leur passion, parce que je crois que l'écriture, ça vient forcément d'une passion ou d'un éveil soudain, je me disais, nous les Cap-Verdiens, on n'en est pas encore là, mais on vous suit et on vous regarde. Et donc je dirais à ma communauté que j'étais là et que j'ai entendu comment vous faites pour qu'on fasse la même chose. Alors, mon nom est Elisabeth Moreno. Je suis née aux îles du Cap-Vert. J'ai grandi au Cap-Vert jusqu'à l'âge de 6 ans. Et puis, pour des raisons familiales, plutôt de santé, nous avons dû quitter le Cap-Vert. Et puis, nous sommes passés par le Portugal et nous avons atterri en France, pays dans lequel je vis depuis plus de 40 ans, pays que j'aime beaucoup, autant que j'aime le Cap-Vert. Parce que c'est le pays qui a permis à ma famille, d'abord à ma sœur, de survivre d'un très très grave accident domestique. Et puis ensuite, c'est le pays dans lequel nous avons tous grandi, c'est le pays dans lequel mes parents se sont battus pour nous donner la meilleure éducation qui soit. Très très jeunes, ils nous ont appris que nous n'étions pas chez nous et que donc il fallait reconnaître cette terre qui nous a accueillis et qu'il fallait faire de ces sacrifices qu'ils ont fait de leur vie quelque chose de positif. Et donc, ils nous ont appris qu'il fallait étudier, qu'il fallait travailler. Et c'est ce qui nous a porté. J'ai étudié, j'ai travaillé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis présidente de Lenovo. Lenovo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise chinoise qui a eu cette idée folle de racheter la division PC d'IBM il y a un peu plus de 10 ans. Et qui aujourd'hui est numéro 1 mondial de la construction d'ordinateurs fixes, portables, serveurs, infrastructures comme vous pouvez les imaginer, et qui s'intéresse aussi à l'intelligence artificielle, à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée. Et je dirige la filiale de cette multinationale pour la France. J'ai 2 magnifiques filles. Tu as 2 garçons. J'ai 2 filles, donc nous on est plutôt en majorité à la maison. Et cela étant dit, je pense que nous savons toutes, nous femmes, combien nous avons encore de batailles à mener pour faire en sorte que nos enfants aient au moins autant de chances que les hommes de réussir leur vie professionnelle. Et j'ai beaucoup de batailles, dont celle-ci, faire en sorte que beaucoup de jeunes filles issues de nos communautés se disent que leur couleur de peau ne les empêchera pas de réussir. Et c'est une bataille que je mène matin, midi et soir. Ben, merci Elisabeth. Oui, donc ça, on reviendra là-dessus sur tout ce qui est donc plafond de verre. En tout cas, ces freins qu'on peut avoir dans sa carrière professionnelle en France du fait de sa couleur de peau. Et quand même là, j'aurais envie juste de vous poser, pour rentrer encore doucement dans les présentations, quels ont été vos meilleurs atouts dans votre réussite professionnelle? Pour toutes les 2. On commence par Thiaba. Oui, je dirais comme pour tout le monde, c'est le travail. Et parce que c'est également le sujet de ce soir, les personnes qui tout au long de mon parcours m'ont aidé et sur qui j'ai pu m'appuyer. Donc, on parle ce soir de réseau et de réussite professionnelle. Le premier réseau sur lequel je me suis appuyée, c'est ma famille.
On ne mesure pas souvent le rôle, bon évidemment dans une famille fonctionnelle, hein, le trésor précieux que ça représente. Donc je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait si je n'avais pas eu un mari compréhensif qui acceptait mes horaires. Même mon père a fait du babysitting pour mes enfants. Ma sœur me rappelait tout à l'heure que à un moment je lui avais payé un voyage pour qu'elle garde mon fils, pour que moi je puisse aller travailler. Donc le premier réseau, ça a été celui-là. Ensuite celui des amis, des proches. Mais pendant la soirée, nous aurons le temps d'y revenir. Un réseau, ce n'est pas une affaire immédiate. En général, ça se passe sur le long cours. Ça se passe sur le temps long. Et c'est sur la durée qu'on arrive à en tirer les bienfaits. Donc, oui, j'ai beaucoup donné, mais j'aimerais rendre hommage aussi à toutes les personnes qui ont rendu ma réussite possible. Je vais commencer avec une citation d'Hassan II qui dit que, et je crois que Darwin est passé par là aussi, c'est que c'est pas forcément les plus forts ou les plus rapides qui réussissent, ce sont les plus courageux, les plus travailleurs, les plus patients. Et moi, il y a la première chose qui m'a permis, je pense, de réussir, c'est mes études. J'ai étudié de manière acharnée parce que très jeune, j'ai compris que, en n'étant pas dans un pays, d'abord mes parents sont illettrés, et je les ai vus beaucoup souffrir de ne pas savoir lire et écrire. Et je savais que c'était un sésame indispensable pour pouvoir avancer. Donc j'ai énormément étudié. J'ai fait du droit, je suis rentrée dans la vie professionnelle, j'ai créé ma propre entreprise. Et puis ensuite, je suis rentrée dans des grands groupes. Donc j'ai repris mes études pour faire un executive MBA. Et je crois qu'on n'a jamais fini d'apprendre, finalement. Je crois que, quel que soit le niveau où on arrive, il faut continuer d'apprendre, surtout dans un monde qui va aussi vite, qui bouge aussi vite, qui nécessite qu'on remette en question en permanence nos savoirs. Donc, d'abord les études. Et puis ensuite, Thiaba l'a dit, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de miracle. Le travail. Le travail, qui va avec le courage. Parce que le nombre de fois où j'ai eu envie de baisser les bras, où je me suis dit c'est trop dur, où je me suis dit c'est trop compliqué, où je me suis dit j'ai pas envie de louper cette compétition de sport pour ma fille, où je me suis dit et pourtant quand on sait ce qu'on veut, quand on sait ce dont on a envie et quand on a des responsabilités, c'est important de montrer le chemin. Et aujourd'hui, je peux dire à mes filles de travailler parce que ça rapporte du résultat. Donc j'ai commencé à travailler, j'étais même pas encore entrée à la faculté, parce que moi j'ai vu ma mère cumuler 2, 3, 4 travails. Elle travaillait chez une dame le matin, et puis à l'aéroport l'après-midi, et puis le soir elle était gardienne et elle allait sortir les poubelles. Donc j'ai pas peur de travailler, et je sais que c'est en accumulant les efforts qu'on arrive à obtenir un résultat. Et puis, Thiaba a raison, on ne réussit jamais seul dans la vie. Et puis, cette idée de network est très importante. Nous, au Cap-Vert, on a des associations et on ne fait que faire la fête. C'est important de faire la fête. Puis, c'est dans notre ADN. On a besoin de se réjouir de temps en temps, de faire la fête, de se retrouver. Mais on n'a pas on n'a pas de club comme le vôtre, comme le Club Japo, où on se dit, pour réussir professionnellement, il faut qu'on s'associe à des gens qui vont nous tirer vers le haut. Et je pense qu'on a tous en tête des exemples de communautés qui se serrent les coudes, qui se prêtent de l'argent, qui se partagent les réseaux, qui s'entraident de manière très très forte, et les Chinois en font partie, pour pouvoir avancer. Et quand il y en a un qui réussit, eh bien, il fait profiter ceux qui sont derrière. Moi, je n'ai pas la langue de bois. Je vais vous dire les choses comme je les pense. Nous autres Africains, nous ne savons pas
nous tendre la main et avancer. J'ai même un ami africain qui dit nous les Africains, on est comme un panier de crabes. C'est-à-dire que quand vous regardez le crabe, ils sont tous au fond du panier et quand il y en a un qui monte, on va se raccrocher soit pour le faire redescendre, soit... Et ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, mais je l'ai trop vu pour dire que ça n'est pas une réalité. Donc je loue cette belle image de ce club Japo qui se dit, on a en France des Sénégalais talentueux qui ont un savoir-faire. J'ai été très touchée par l'exemple, ce que disait la dame tout à l'heure. Je parle pas, vous avez vu la manière dont je vous ai salué, je parle pas du tout sénégalais, mais Tiaba m'a traduit et elle disait, voilà, grâce au club Japo, je suis invitée à des événements, je travaille pour des entreprises. C'est ça que moi j'appelle l'entraide et ça c'est fondamental. Si on ne se tend pas la main, on ne peut pas avancer. Et évidemment, si on n'a pas des supports solides, ça peut pas marcher. Tiaba mentionnait son mari. Moi, si Jean-Marc n'était pas compréhensif sur mon envie de réussir, hein, parce que messieurs, je précise que j'ai été mariée à un Cap-Verdien, Mazette. Et là, tu vas où? Et tu vas voir qui? Et pour faire quoi? Et là, tu crois que tu vas sortir habillée comme ça? C'est compliqué. Je pense que pour réussir, il faut avoir un bon partenaire dans la vie. C'est important d'avoir un bon partenaire. Et lorsque vous avez un bon partenaire, vous pouvez soulever des montagnes, que ce soit les hommes ou les femmes. Mais nous, les femmes, comme vous vous attendez qu'on soit à la maison, c'est encore plus compliqué quand on vous dit qu'on veut sortir et en plus pour aller diriger une boîte. Alors j'avoue que moi j'ai toujours, mes parents ont beaucoup travaillé, ensuite ils sont retournés vivre au Cap-Vert. Si j'avais pas eu la chance de tomber sur quelqu'un qui comprenait mes ambitions, mon enthousiasme, mon envie de réussir, d'aller loin, je n'y serais pas arrivée. Donc, choisissez bien votre partenaire. Et ne croyez pas qu'on peut réussir seul parce que ça n'arrive pas. Ok, alors donc, on dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une grande dame, mais en fait, derrière chaque grande dame, il y a un grand homme aussi. Donc c'est ça alors, hein. Ok, et donc là on voit très bien, donc vous avez dû aussi, vous avez pu compter sur le soutien de vos familles, de vos conjoints, tout ça, donc ça je l'entends. Est-ce que vous avez eu des personnes ressources qui vous ont servi de mentors, de tuteurs, en fait, que vous avez pu mobiliser à un certain moment de votre carrière pour donc en faire des leviers pour votre progression? Alors, vous avez compris que moi je viens d'un environnement très très humble et moi la notion de réseau je l'ai pas connue, c'est-à-dire que y a pas hein. Et parce qu'il n'y avait pas de réseau autour de moi, j'ai grandi dans une cité avec des gens qui travaillaient sur les chantiers, qui faisaient des ménages et c'est pas ça du tout que je voulais faire. Donc partant de là, j'avais pas d'autre moyen que de travailler pour réussir. C'est-à-dire que jamais je me suis dit, tiens, je vais aller chercher quelqu'un dans mon réseau qui va pouvoir m'aider à aller trouver tel job, etc. Donc, j'ai découvert les réseaux tardivement. En fait, je me rends compte aujourd'hui, ça met beaucoup de temps de créer un réseau. Moi, j'ai d'abord travaillé, j'ai fait le mieux que j'ai pu à chaque fois que j'étais dans un job, et c'est ce qui m'a fait progresser. Donc, le premier réseau, c'est vous. Le premier réseau, c'est vous-même avec vous-même. C'est parce que vous ne pouvez avoir un réseau solide que si les gens vous font confiance. Vous n'allez pas recommander quelqu'un que vous savez que c'est un tir au flanc. Non, parce que c'est votre réputation aussi. Vous n'allez pas recommander une personne qui peut entacher votre réputation. Donc la première chose à faire, c'est d'être le plus professionnel et le plus efficace là où vous vous trouvez pour donner envie à quelqu'un d'aller dire « Hein,
Est-ce que tu connais Tiaba? Parce que si tu veux quelqu'un qui va diriger ta boîte, mais alors de manière exceptionnelle, c'est elle qu'il te faut. C'est comme ça, pour moi, que le réseau fonctionne. Parce que tous les réseaux, et croyez-moi, j'ai pas eu de réseau quand j'étais jeune, mais maintenant, je comprends très bien comment ça fonctionne, et je les connais, j'en ai plein. Les réseaux où on vient, on se tape dans le dos, on boit un verre, et puis on se quitte, on se dit, c'est bien, on se revoit la prochaine fois. C'est bien. Moi, j'ai pas beaucoup de temps pour ça parce que j'ai beaucoup de choses à faire par ailleurs. Mais chacun fait comme il a envie. Les réseaux solides où vous vous dites, OK, là, tu vas me dire, tu vois, là, en ce moment, je suis en train de chercher un job parce que je veux quitter ma boîte et moi, je sais faire ça, ça, ça. Et où la personne vous dit, OK, je t'ouvre mon carnet d'adresses, je te prends un rendez-vous avec le patron de Total, je te prends un rendez-vous avec le patron de Saint-Gobain. Ça, c'est des vrais réseaux. Et les vrais réseaux, en tout cas, les gens qui vont faire partie des vrais réseaux, vous les comptez sur les doigts d'une main. Et il faut être très sélectif dessus. Vous êtes là, il y a peut-être une centaine de personnes ici, mais il y a des gens que vous vous sentez plus enclin à soutenir que d'autres, parce que vous vous sentez plus en confiance. Donc oui, moi j'ai eu la chance d'avoir des mentors, très souvent des hommes, parce que j'ai évolué dans un milieu très masculin, d'abord le bâtiment, et ensuite les nouvelles technologies. Donc il y a une grande majorité d'hommes dans ces environnements-là. Donc c'était des hommes blancs, parce que dans les postes à responsabilité dans ces entreprises-là, c'était des hommes blancs. Donc il faut aussi dire que c'est pas qu'une question de couleur de peau. Quand vous faites confiance à quelqu'un, qu'il soit juif, chinois, arabe, peu importe, si vous lui faites confiance et vous avez envie de l'aider. Et moi, parce que je travaillais beaucoup, parce que j'étais courageuse, eh ben, il y a eu des gens qui ont eu envie de me tendre la main sans rien me demander en retour, parce que c'est ça aussi. Le vrai partage, le vrai échange, c'est celui où vous ne faites pas en espérant que la personne va vous rendre au centuple. C'est celui que vous faites avec le cœur gai, le cœur heureux, et quand la personne réussit, vous êtes heureux pour elle et pas pour vous, en espérant qu'elle vous apporte quelque chose. Non, je partage tout à fait ce que tu dis, Elisabeth, et en ce qui me concerne, ça a été similaire. Au départ, je n'ai pas vraiment eu de mentor, j'ai eu des modèles. J'ai eu des personnes qui m'ont inspirée et à qui j'ai souhaité ressembler. Et c'était au niveau des valeurs, surtout, au niveau des styles. Mon premier modèle, je ne le lui ai jamais dit, et bon, il va probablement l'apprendre ce soir, c'est mon père. Je suis allée le voir donc au travail, et j'ai vu la relation qu'il avait établie avec ses collaborateurs, qui était une relation d'inclusion, de management très collaboratif. Et on avait l'impression d'une certaine fluidité dans le travail, parce que les énergies, la créativité de chacun était utilisée, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée. En termes d'endurance, parce que tu l'as dit, il faut du courage. Il y a des moments où, et c'est là que la famille revient également, il y a des moments où il faut de bonnes raisons pour mettre un pied devant l'autre, hein, et continuer. Et j'avoue que bon, c'est souvent les gens qu'on aime, qui sont proches de vous, et pour lesquels on se dit on n'a pas le droit de baisser les bras, on n'a pas le droit de flancher. Et un des exemples d'endurance, en tout cas c'est une personne qui m'a beaucoup marqué, qui m'a vraiment inspiré, c'est Nelson Mandela. Donc au départ c'était ça, c'est qui m'inspire, à qui j'ai envie de ressembler. Et puis effectivement, quand les choses se passent bien, on donne envie aux gens de vous recommander, de vous faire travailler. Et ça me fait penser à ce que m'avait dit alors c'est un général français à la retraite qui animait des séminaires sur le management. Et ces séminaires étaient assis sur la stratégie de guerre. C'est incroyable les choses intéressantes qu'on peut apprendre à l'école de guerre, parce qu'en fait
C'est vraiment de là qu'est née la stratégie. Et il nous a dit, au début, quand on démarre sa carrière, ce qui est important, c'est ce qu'on connaît, ce CE. Il faut avoir une compétence, il faut avoir un talent, il faut avoir une légitimité. Donc c'est le bagage technique, le bagage professionnel qui va faire qu'on va se démarquer et qu'on va donner envie à certains de vous recommander. Et puis, plus on progresse, et plus ce qui va être important, c'est ce qu'on connaît, CEUX. Parce que c'est à eux qu'on pourra demander le coup de pouce, l'introduction nécessaire pour des choses spécifiques qu'on aura identifiées et pour lesquelles on a besoin d'être assisté. Mais il me dit, au bout d'un moment, et en général c'est quand on arrive au fait de sa carrière et qu'on a fait ses preuves, à ce moment-là, ce qui est fondamental, c'est qui vous connaît. Parce qu'il ne s'agit plus de l'univers connu par vous, des opportunités que vous pourriez faire fructifier. C'est l'univers infini et Dieu sait qu'un réseau peut être étendu. C'est l'univers infini de toutes les opportunités qui peuvent vous être offertes parce qu'on a reconnu en vous des qualités qui font que on vous fait confiance pour un projet déterminé. Et beaucoup de personnes ont eu comme ça l'occasion de vivre des carrières, des chemins de vie exceptionnels parce que ils avaient été remarqués par quelqu'un. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Elisabeth. C'est souvent possible parce qu'on a donné sans rien attendre en retour. Barack Obama n'aurait probablement pas été président des États-Unis s'il n'avait pas eu l'engagement social qu'il a eu. Et c'était quelque chose de sincère. Simone Veil n'aurait peut-être pas eu la carrière qu'elle a eue si elle n'avait pas eu cet engagement sur la loi sur l'avortement, par exemple, à titre personnel. Au départ, ça n'était pas forcément son combat, mais elle l'a endossé et en a fait ce que nous savons tous. Donc, de par notre mode de vie, nous pouvons ou non développer des réseaux qui nous seront utiles dans 6 mois, dans 5 ans, dans 30 ans. L'essentiel, c'est de faire. Et ça se passe très souvent et beaucoup plus souvent qu'on ne le pense en dehors du cercle strictement professionnel. Moi, j'avoue que beaucoup de... alors, oui, ça a été, parce que la question c'était sur les mentors, mais beaucoup de personnes qui m'ont aidé sont des gens que j'ai connus quand j'étais enfant, par exemple, parce que nous étions dans la même équipe de sport. Ce sont des gens que j'ai connus parce que je me suis engagée avec eux dans une association, voilà, pour défendre. C'est vrai que je suis engagée dans beaucoup d'associations qui militent pour la défense des enfants et des femmes. Voilà, ma passion, après mon pays, c'est les femmes et les enfants. Donc, par ce biais, j'ai découvert des personnalités qui m'ont marqué et qui m'ont permis, de manière parallèle à mon parcours professionnels en tant que tels, mais qui sont venus enrichir ce parcours professionnel parce que ils m'ont enrichi moi en tant que personne. Donc oui, je considère que des mentors, j'en ai eu beaucoup. Ok, super, bien merci. Je vais juste, Cécile, si tu veux bien compléter ce que vient de dire Thiaba, parce qu'il y a quelque chose d'important qui me vient à l'esprit. On néglige parfois ce qu'on construit tout au long de notre chemin. Et
Tu parlais des gens qui t'ont aidé plus tard et vous étiez à l'école ensemble ou vous avez fait du sport ensemble. Vous devez connaître, certains d'entre vous, j'en suis sûre, connaissez Maya Angelou. Un jour, en lisant, je sais plus si c'est Je sais pourquoi les oiseaux chantent dans leur cage, je crois que je veux pas que les gens disent ouf, bon débarras. Je veux qu'ils se disent c'était quelqu'un de bien. Je vous prends cet exemple-là parce que dans le réseau, il y a votre réputation. Et il y a encore plus aujourd'hui où les réseaux sociaux sont tellement déployés, où vous pouvez parler en 1 minute à quelqu'un qui est à Dakar, à quelqu'un qui est, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient du Canada assister à la connexion au niveau mondial est très, 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 très forte. Ce que vous ne faites pas se raconte. Alors, ce que vous faites, je vous laisse même pas imaginer. Donc, avant même d'imaginer rentrer dans un réseau, vous faire connaître, vous faire sponsoriser, mentorer, ce que vous voudrez, soyez clean. En plus, quand j'étais à la fac, j'avais une prof de droit qui était horriblement dure avec moi. Et à la fin de l'année, je passe mon oral avec elle. J'en ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit, elle va me déchirer. Et elle m'a déchiré. Mais elle m'a mis une bonne note. Je dis, mais bon, bah, madame, maintenant que c'est fini et qu'on va plus se voir, pourquoi vous étiez aussi dure avec moi? Vous êtes une femme et vous êtes noire et ce sera beaucoup plus dur que vous. Il faut que vous vous y habituiez dès maintenant. Il y a des choses qu'on pardonne aux autres que nous, on ne nous pardonne pas. Et ça, il faut en être conscient. Et il faut qu'on fasse en sorte que notre réputation soit nickel chrome. Quand j'ai été nommée présidente de Lenovo France, ils ont fouillé. Parce qu'il y a des jobs qui sont tellement visibles. Vous ne pouvez pas les avoir si vous ne faites pas patte blanche. Et on connaît tous ici des ministres qui ont été ministres 5 jours. Parce qu'à la 5e journée, on s'est rendu compte qu'ils avaient enterré un cadavre et tout d'un coup, on le sort de la boîte. Ne faites pas ça, ça en vaut pas la peine. Il n'y a rien qui mérite que vous salissiez votre réputation parce que vos enfants et les enfants de vos enfants et les enfants des enfants de vos enfants le paieront tellement longtemps. Bravo. Merci. Alors moi j'ai envie de vous dire, vous êtes vraiment des exemples, des modèles, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les femmes sont assez sous-représentées dans les filières scientifiques, mais aussi dans le top management. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça? C'est voilà. Comment vous avez fait vous pour arriver là où vous êtes? Vous nous en avez parlé un peu, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les femmes sont quand même assez sous-représentées dans les filières scientifiques? Et comment on pourrait y remédier aussi? Dans les filières scientifiques, oui, et ailleurs d'une manière générale, le plafond de verre, comme l'a dit Elisabeth, vient du fait que on est beaucoup plus exigeant vis-à-vis, alors des femmes et d'une manière générale des minorités. Tout à l'heure, tu as dit, tu t'es souvent retrouvée seule autour d'hommes blancs. Ça a été également mon cas pendant longtemps. Cela vient du fait d'une certaine... voilà, c'est comme ça. On en exige plus de la minorité, de la femme là dans ce cas particulier. Et je rajouterais que nous-mêmes sommes beaucoup plus exigeantes vis-à-vis de nous-mêmes que les hommes en général. J'ai une amie qui disait nous avons le savoir-faire et les hommes ont le faire savoir, et ça explique ça explique pourquoi en général, quand le niveau de compétence doit être à 100 et qu'une femme possède 80, elle va se focaliser sur les 20 qui lui manquent. L'homme, il va être à 50 et il vous dira, mais j'ai 50. Donc je suis qualifiée. Et c'est ce qui est accepté d'une manière générale. Et on a également
Voilà, l'idée reçue comme quoi une femme, c'est une idée reçue, mais une femme ça fait des enfants. Ah oui, heureusement. Oui, mais quand ça fait des enfants, ça prend un congé de maternité, ça coûte cher, et puis quand ça revient, ça ne se réinsère plus comme. C'est bon, je ne veux pas dire de mots. C'est n'importe quoi. Quand j'ai quitté Deloitte Sénégal, que j'ai fondé, le top management était à 75% féminin. Et cette société se portait très bien. Simplement, il n'y a pas eu cette peur, cette appréhension d'avoir une majorité de femmes dirigeantes. Au moment de l'embauche, au niveau des assistants, c'était à peu près, et encore, oui, c'est vrai que les femmes ont du talent, hein. Il y a eu des années où nous essayons de pousser les hommes, hein, pour ne pas avoir des promotions trop féminines. C'est un métier scientifique, hein, on est dans la finance, on est dans les mais quand il n'y a pas de barrière objective, les femmes arrivent au top et de manière naturelle, sans avoir à faire de sélection. Super, merci. Je pense que le premier problème, pourquoi il y a peu de femmes finalement qui arrivent au poste à responsabilité, surtout dans les métiers STEM, sciences, technologie, et je pense que Kiné, mon amie Kiné, qui est là, pareil, une superbe femme dans une superbe entreprise internationale, me contredira pas là-dessus, c'est que il n'y a pas de jeunes filles qui étudient, il y a de moins en moins de jeunes filles qui étudient dans ces secteurs-là. Et donc, si vous n'avez pas de pipeline de départ, eh ben, vous pouvez pas avoir de femmes qui arrivent à des postes à responsabilité. C'est, pour le coup, c'est mathématique. À ma grande surprise, je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans des postes à responsabilité dans le monde des technologies, parce qu'il y avait moins de jeunes femmes qui faisaient des études d'ingénierie, etc., etc. Que nenni. J'ai découvert tout récemment que même dans les jobs majoritairement trustés par des femmes, donnez-moi des exemples de métiers où il y a une majorité de femmes. RH, comme infirmier, sage-femme, aide-soignante, voilà. Éducation. Nous, les femmes, on aime servir les autres. C'est vrai. C'est en nous. C'est que nous, on veut que les autres soient bien, on veut rendre service, on veut apprendre, on veut soigner. Donc, on pourrait imaginer que de ce fait, dans les universités, on ait davantage de femmes à des postes à haute responsabilité. On pourrait imaginer que dans les hôpitaux, on ait davantage de femmes qui dirigent des hôpitaux. On pourrait imaginer qu'il y ait davantage de femmes dans les plus hautes fonctions de la magistrature. Eh bien non. Même dans les postes, même dans les métiers où il y a 80% de femmes au départ, je sais pas ce qui se passe. À un moment, il y a un truc là, elle monte et elle s'arrête là. Et tous les postes à responsabilité sont pris par des hommes, alors même qu'ils sont en minorité. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Il y a que 2% de femmes artistes qui exposent dans les plus grands musées du monde. Est-ce que ça veut dire que les femmes peignent moins bien, ou qu'elles chantent moins bien, ou qu'elles... Je sais pas, même dans l'art. Donc, historiquement, les femmes soit elles se sont mises en retrait, soit on les a aidées à se mettre en retrait. Et je pense que ça n'est pas qu'une question de pipeline, parce que vous le savez, les jeunes filles étudient beaucoup. Alors il y a la question de la maternité, hein.
pour peu qu'on ait 5 enfants et qu'on s'arrête 5 fois dans sa carrière, ben forcément un homme avance 5 fois plus vite. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que nous mettions en retrait. Je sais pas si c'est une question d'ADN ou je sais pas, mais il y a quelque chose qui fait que nous, les femmes, nous avons moins de confiance en nous et que nous n'osons pas. L'audace, c'est quelque chose qui est difficile pour nous. Parce que quand on nous éduque, on nous dit, à la limite, sois belle et tais-toi, sers bien et tais-toi, sois gentille et tais-toi, Donc, ces postes-là, il faut beaucoup se mettre en avant quand vous avez des postes à responsabilité. Il faut beaucoup parler. Et c'est pas quelque chose de très naturel chez nous. Même si on apprend à le faire, mais vous, les hommes, regardez quand vous êtes dans la cour de l'école, regardez une maternelle, regardez les jeunes garçons. Ils vont jouer à celui qui est le plus fort. Ils vont raconter que leur papa a une plus grosse voiture que la sienne. Ils vont raconter qu'ils ont une plus grande maison qu'eux. Ça, c'est les garçons. Et puis, ils vont courir dans la cour, ils vont se pourchasser, ils vont jouer à la guerre, ils sont déjà dans cet esprit de compétition. Nous, les filles, qu'est-ce que t'as fait le week-end dernier? Oh, tu sais, j'adore ta robe. Donc, je caricature, mais à peine. Il faut arrêter de croire qu'on dit il faut l'égalité entre les hommes et les femmes parce qu'on est égaux. Non, moi je suis pas comme un homme. Et ça me va très bien. Et les hommes ne sont pas comme les femmes, et c'est très bien. Ce qui va faire que dans ce monde où il y a une telle guerre des talents, où on dit que l'Afrique est en train de se développer à vitesse fulgurante, si on veut pouvoir s'en sortir, il y a plus de 50% de femmes, de cette population mondiale qui est féminine. Il faut qu'on donne la même place aux femmes qu'aux hommes. Et j'ai découvert que le pouvoir, ça n'est pas quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qui se prend. Donc, mesdames, si vous décidez de ne pas le prendre, et c'est très bien, les femmes ont le droit de vouloir rester à la maison et d'élever leurs enfants. Elles ont le droit de ne pas avoir d'ambition. En revanche, quand elles ont envie, allez-y. Et je termine là-dessus. Je pense que ce qui m'a aidé finalement à réussir dans ma carrière, c'est que j'ai commencé ma carrière, donc j'ai commencé par monter une entreprise, donc j'ai appris à travailler rapidement, j'ai appris le sens des responsabilités, mais surtout ce qui fait que j'ai réussi, c'est parce que je suis tout de suite rentrée dans des grands groupes internationaux. Et dans les grands groupes internationaux, on s'intéresse pas à d'où vous venez, quelle est votre couleur de peau, quelle est votre religion, quelle est votre culture, enfin avant que Trump n'arrive, on s'en fout de tout ça. Ce qui compte, c'est vos résultats, c'est votre performance. Et j'ai travaillé et j'ai réussi et pas vu d'ascenseur social. Moi, j'ai vu que les escaliers et je les ai montés les uns après les autres. Oui, moi, quand même, le bémol que j'aimerais introduire, c'est que j'ai quand même grandi dans une culture matriarcale qui est celle de la communauté Lébou. Alors, les Lébou, je m'adresse au non sénégalais de la salle. Les Lébou, c'est l'ethnie qui a fondé Dakar. Et c'est une ethnie de pêcheurs. Donc, pendant que les hommes étaient en mer, ce sont les femmes qui dirigeaient la cité. Et ce sont les femmes qui avaient les rôles prééminents dans les cérémonies traditionnelles jusqu'à aujourd'hui. Pour officier à un Ndepe, à un Baonan, il faut être une femme, ou alors si on est doué, si on est un homme doué, il faut s'habiller en femme. Parce que traditionnellement, ce sont des rôles dévolus aux femmes. Et ça remonte à une tradition ancestrale chez nous, c'est que on l'oublie. L'être humain complet, c'est celui qui est une des parties d'un couple. On n'aime pas le célibat chez nous. Il y a une pression énorme sur les jeunes filles, mais il y en a une énorme également chez les hommes. Pour être complet, il faut être à deux.
Et ça produit une société dénuée de sexisme. Personnellement, je suis, comment on dit grateful, je suis reconnaissante de n'avoir jamais été victime d'une discrimination liée à mon genre. En revanche, ce qui est important, enfin ce qu'il a été jusqu'à très récemment, hein, quand on voit notre histoire, c'est le droit d'aînesse. Je suis jusqu'à aujourd'hui regardée dans les logiques familiales. Il n'est pas question qu'un petit frère manque de respect à sa grande sœur. Donc ça, c'est quand même une de nos spécificités et c'est un trait culturel qui est en train de disparaître parce que nous nous sommes occidentalisés, parce que nous nous sommes arabisés et avons subi des influences où, historiquement, la femme n'avait pas le statut que nous avions. Les femmes en Afrique de l'Ouest, en tout cas je parle du Sahel, n'ont jamais été cloîtrées chez elles. Elles portaient leur enfant dans le dos et le bébé on porte sur le dos quand il a dès que la plaie ombilicale est guérie. Et dès qu'on a son bébé dans le dos, on va travailler, on va vaquer à ses occupations en toute indépendance. Parce que ça aussi, l'autre gros malentendu qu'on entend, c'est oui, mais les femmes africaines, elles sont exploitées, elles travaillent trop pour nourrir des hommes fainéants. Bon, je ne contredis pas, hein. Mais ce qu'on oublie de préciser, c'est que une fois qu'elles ont travaillé comme tout le monde pour la communauté, parce que notre modèle économique est communautaire, elles allaient ensuite développer leur propre business, que ce soit le petit jardin ou le commerce et je mets au défi quiconque de montrer le moindre trait de soumission ou de manque de dépendance économique chez une lébou ou chez une mama benz togolaise ou béninoise. Donc nous avons, et là je m'adresse aux femmes de la salle, et plusieurs d'entre vous m'ont dit ah super, aujourd'hui il y a beaucoup de femmes pour le forum Diapo, donc je m'adresse à vous, n'oubliez pas d'où nous venons. Et mon ambition, c'est que nous arrivions à reconquérir le statut que nous avions et que nous avons perdu. Personnellement, oui, j'ai fondé des entreprises que j'ai dirigées. Aucun homme n'a eu d'état d'âme à être sous ma hiérarchie ou sous mon autorité parce que depuis qu'on est tout petit dans notre société, ça se pratique comme ça. Ça se pratique comme ça toujours dans le monde informel. Il faut que nous arrivions, et ça c'est une question de courage et de conviction et de confiance en soi. Il faut que nous arrivions à nous souvenir de la manière dont vivaient, non pas nos mamans, peut-être nos grands-mères, parce que voilà, l'histoire récente était passée par là, mais les Lingers, nos ancêtres qui étaient enfin, je parle de juste à l'échelle historique à quelques dizaines voire centaines d'années, qui étaient des femmes indépendantes et qui étaient des leaders naturels et reconnus. Il ne s'agit pas d'innover, il s'agit de juste nous inspirer de ce que nous avions connu. Cécile, je peux ajouter juste, on est dans le timing, on est comment? Ça tient? Non, ça tient. Non, attends, parce que quand même, Tiaba, il y a une chose. Bon, ça va pas devenir une conversation entre nous, mais moi, je suis née au Cap-Vert. La particularité du Cap-Vert, c'est qu'il y a moins de Cap-Verdiens dans l'archipel qu'à l'extérieur.
Pourquoi? Parce que comme on est un pays pauvre, les hommes immigraient très rapidement pour aller chercher de quoi nourrir leur famille, etc. Donc, qui restait au pays pour s'occuper du pays, pour diriger le pays, pour éduquer les enfants et tout ça? Les femmes. Donc, a priori, pas de problème. On sait ce que c'est que prendre des responsabilités, que diriger, etc. Et j'observais quand même un phénomène assez extraordinaire qu'il faut que je vous partage. Là où les femmes étaient les commerçantes, les femmes étaient dans tous les postes importants du village, les femmes ceci, cela. Dès que monsieur revenait, même la femme la plus puissante du village, là, elle se ratatinait, elle se mettait derrière et elle suivait. Donc, je crois quand même qu'il y a quelque chose chez nous qui nous amène à nous mettre naturellement en arrière pour supporter nos hommes. Et c'est pas grave. Mais il faut commencer par le reconnaître parce que, encore une fois, si on prend, là, je parle du Cap-Vert, mais si on prend la France, quand les hommes sont partis en guerre, les guerres de 40, 45, etc., qui dirigeait la cité? C'était les femmes. Mais quand les hommes sont revenus, ils ont repris les responsabilités qu'ils avaient. Et donc, si ça s'était passé autrement, on ne serait pas encore aujourd'hui à avoir moins de 30% de femmes à des postes à responsabilité. Donc je pense que naturellement, on a tendance à se mettre en arrière. C'est pas un souci jusqu'à ce que on empêche des femmes qui ont vraiment envie d'avancer de le faire. Si elles le font par choix, c'est très bien. Si elles le font parce qu'elles sont contraintes de le faire, c'est un problème. Moi, c'est surtout ça. Et n'oublions pas, je sais pas si vous le savez, mais c'est une femme qui a inventé le Wi-Fi. C'est encore une femme qui a été parmi les premières codeuses informatiques. Marie Curie, qui a inventé tout ce que vous savez, pour autant que je sache, c'était pas un homme. Donc, les femmes ont de tout temps eu des capacités intellectuelles, physiques et tout ce que vous voudrez, qui leur permettaient de faire des choses magnifiques, magiques. Et c'est pas vrai quand on dit les femmes n'ont pas d'ambition. C'est pas vrai. J'ai déjà entendu, oui, les femmes ne sont pas à des postes à responsabilité parce qu'elles ont moins d'ambition. On a moins d'ambition de quoi? Non mais, voilà. Donc, il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont parce que sinon, nos filles, elles vont croire que c'est normal, que c'est un fait établi. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'elles sachent, c'est que nos jeunes filles qui grandissent là aujourd'hui, qu'elles sachent qu'elles ont tous les moyens intellectuels, physiques et tout ce qu'on voudra pour réussir. Qu'elles en fassent ce qu'elles veulent, mais je ne veux pas qu'elles pensent qu'elles sont pas capables de le faire. C'est ça ma bataille. Ok. Alors deux réponses. Je vais avoir du mal. Non, juste deux réponses sur le pourquoi. Ma conviction est que, d'une part, encore une fois, je parle de ce que je connais, je parle de la société dont je suis issue. Dans le Sahel, d'une manière générale, on n'éduque pas de la même manière les petits garçons et les petites filles. En grandissant, le message c'était il ne faut jamais faire perdre la face à un homme. Ils ont un ego aussi hyperdimensionné que fragile. Donc, il ne faut pas. C'est une question de courtoisie, de bienséance et d'harmonie sociale. Ne surtout pas faire perdre la face. Mais puisqu'ils sont fragiles et puisque leur ego est tellement surdimensionné, il faut arriver de manière subtile à les conseiller et à les amener à prendre les décisions qui sont les bonnes. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est la fortune d'un homme est toujours gérée ou consommée par une femme. C'est sa mère, c'est sa sœur, c'est son épouse, c'est sa maîtresse, c'est sa fille. Ses épouses, Il est important de savoir se positionner. Et
quand on regarde les petites africaines, jusqu'à présent, le message qu'on leur donne, quand elles ont un problème, quand elles ont un souci, c'est muñal. Muñal, c'est sois patiente, sois endurante, sois résiliente. Mais personnellement, je ne connais pas beaucoup de petits garçons à qui on dit muñal. Sur le temps long, ça construit des personnalités différentes. Tu as parfaitement raison, ce sont les femmes qui protègent. Et ce sont les femmes qui transmettent les traditions. Donc, le vécu que j'ai observé, et là aussi, je vais... Donc, une autre anecdote pour illustrer ce fait. Donc, ça s'est passé dans ma famille. Je vous dis, nous sommes de culture lébou. Donc, un mariage entre deux personnes. Alors, le mari est de ma famille et l'épouse était d'une autre famille, lébou de Dakar. Ils se sont connus ici en France, ils se sont mariés, ils ont eu une petite fille et ils ont divorcé. Et le juge a accordé la garde alternée de l'enfant. Donc le père obtient la garde et vient passer ses vacances à Dakar avec la petite. Et puis la petite va voir sa famille maternelle, qui la kidnappe, entre guillemets, puisque au moment de retourner en France, pour la petite, la famille dit nous ne la rendons pas, elle reste avec nous. Donc mon père, qui est le patriarche, ma famille téléphone au patriarche de l'autre famille en lui disant mais écoute Alioune, sois raisonnable et rends l'enfant. Et Alioune lui dit mais Ousmane, ce n'est pas moi, ce sont les femmes. Donc mon père lui dit ah d'accord, ce sont les femmes, je te rappelle. Et il raccroche, va voir ma mère et lui dit mais en fait la petite, il paraît que ce sont les femmes qui refusent de la rendre. Ma mère lui dit bon, je m'en occupe. Et elle convoque ses sœurs, voilà, tiennent le conseil qui communique avec le conseil des femmes de l'autre famille. Elles délibèrent, elles prennent une décision et elles communiquent la décision aux deux chefs. Et donc, publiquement, ce sont les chefs qui ont, voilà, publié la décision qui, finalement, est celle des femmes. Et ça, c'est le fonctionnement typique. En public, oui, typiquement, on ne va pas piper mot parce que comme on dit aussi en Wolof, une fois qu'on fait partie d'un groupe, d'une communauté, d'une famille, on ne s'appartient plus et on est gardien, tributaire de la dignité d'autrui. Donc il faut le. Mais ce qui se passe dans les familles, derrière les portes closes, c'est un autre jeu de pouvoir. Et ça, c'est la société traditionnelle, c'est le sutura. Le jour où les décisions d'affectation de postes se feront sur de postes de haute responsabilité et de représentation, se feront selon des critères de compétences et d'objectivité. Je crois que ce jour-là, il y aura énormément de femmes et je crains que... Alors... Mais simplement, encore une fois, nous ne pensons pas au réseau. Et pourtant, parce que là aussi, je taquinais, nous avons récemment monté au Sénégal un club des investisseurs sénégalais. Donc moi, un jour, on m'appelle, voilà, Tiaba, ce qu'on est en train de faire, est-ce que tu souhaites y participer? Et on me décrit quelque chose qui ressemble
à ce que, avec d'autres femmes, nous avons créé, qui est le Women's Investment Club en 2016. Donc, quand on a tout fini de m'expliquer, je leur dis bon, oui, évidemment, ça m'intéresse, je vous rejoins, mais j'ai juste une remarque à vous faire. Je connais depuis très longtemps plein de clubs de femmes, plein d'associations à but non lucratif. Ce sont des groupements de femmes transformatrices qui font ensemble des GIE, qui unissent leurs forces par solidarité pour s'entraider. Et ça fonctionne depuis des générations. Je leur dis, je ne connais pas un groupement masculin de ce genre au Sénégal. Pas un. Encore une fois, à but non lucratif et qui fonctionne selon le système des tours. Les Sénégalaises de la salle se reconnaîtront. Et je lui dis, ce que j'observe, c'est que on enferme des hommes dans une pièce. On enferme des coqs dans une pièce. On revient une demi-heure après, il y a des plumes et du sang partout. On enferme des poules dans une pièce, on revient des heures plus tard. Tout est calme et il y a des œufs par terre. Donc, nous avons ce talent naturel à créer des réseaux, mais simplement, nous ne les dirigeons pas vers des objectifs professionnels ou lucratifs. Ce sont des objectifs, comme tu l'as dit tout à l'heure, de solidarité et de protection. Et ça aussi, il va falloir qu'on change notre mindset. Ok, merci. Cécile, pardon, juste un truc. Alors. Attends, juste une chose. Non, c'est vachement important. Parce que... Non, parce que... Attends, tu as dit que c'était la soirée des femmes, alors, s'il te plaît. Non. Il y a une étude qui a été faite par le BCG qui dit que presque 80% des cadres disent que networker, c'est important pour développer la carrière. Mais il y en a que 35% qui le font vraiment. Alors que 80% pensent que c'est important, il n'y en a que 35% qui le font. Il n'y a que 15% des femmes qui le font. Pourquoi ? Le networking, ça demande du temps. Et nous, les femmes, on a en général moins de temps que vous, messieurs, parce que il y a la maison, il y a les enfants, il y a ceci. Les hommes font de plus en plus ce genre de choses, mais pour la grande majorité, c'est encore nous qui le faisons. Donc ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande de l'investissement, tout ce que vous pouvez imaginer. Quand vous êtes là ce soir, vous n'êtes pas avec votre famille ou avec vos amis, vous payez une certaine somme. Et c'est pour ça que le networking, c'est un investissement. Et tant qu'on n'a pas compris que c'est un investissement, c'est difficile de réussir dans le networking si on le prend que comme un nice to have. Voilà, c'était juste ce que je fais. D'accord, super, merci. Alors là, on n'a plus beaucoup de temps. Non, attends, c'est... Ok. Alors, on n'a plus beaucoup de temps parce qu'on aimerait quand même... Mais non, elles ont le pouvoir aujourd'hui, on leur laisse. Non, toi aussi, tu l'as. Non, vous êtes nos invités, donc on vous écoute. Alors, donc, on va laisser la parole à la salle. J'avais juste par contre une dernière question, mais ça va être vraiment, et vous me répondez vraiment de façon très succincte. Alors donc, on va essayer. Et donc, en fait, dans vos différentes interventions, on a bien vu en tout cas que dans notre société, on avait une construction sociale qui était là, qui faisait qu'en tout cas, donc, on essaie avec cette, voilà, en tout cas, cet imaginaire qui faisait que nous, les filles, on se mettait un peu en retrait. Là, on parle beaucoup de scolariser, mais de maintenir les filles à l'école, par exemple. Voilà, de promouvoir les filières scientifiques, tout ça, pour avoir en tout cas plus de femmes dans des postes à responsabilité. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que tout ce qui est politique de quotas,
discrimination positive pour être vraiment la solution pour que les femmes soient plus représentées dans le top management? Une question aussi importante en 2 secondes, franchement, t'es grave. Ah, plus que 2 secondes. On prendra le temps qu'il faudra. Moi, en ce qui me concerne, ma réponse pragmatique, c'est oui. Encore une fois, j'estime que la situation que nous vivons aujourd'hui ne relève pas de critères objectifs. Quand on me dit non, si on met la parité, on aura des problèmes de compétences, mais quel problème de compétences? Est-ce que la situation que nous vivons aujourd'hui, et quel que soit l'environnement concerné, qui se soucie du niveau réel de compétences des gens qui y sont? Que ce soit en matière de discrimination raciale, en matière de discrimination sexiste, quel que soit le type de discrimination vis-à-vis d'une minorité, j'estime que le rapport de force n'évoluera jamais de manière naturelle, parce que ceux qui sont sur la place, ils la garderont. Donc moi, ça ne me gêne absolument pas. C'est-à-dire, si on estime que je suis incompétente, eh ben, tant pis. Mais que mon incompétence ait le droit de siéger au même titre que l'incompétence de mon collègue masculin que personne ne met en cause. Donc oui, moi en ce qui me concerne, ça n'est pas du tout gênant. Ça ne me gêne pas d'être outrancière pour dénoncer un déséquilibre jusqu'à ce que la situation revienne à la normale. Et à ce moment-là, on pourra arrêter d'en parler. Mais j'ai la même attitude vis-à-vis des discriminations raciales. Je suis outrancière jusqu'à ce que on reconnaisse le déséquilibre, l'injustice, et à ce moment-là, on peut reprendre une base plus égalitaire. Merci. Alors, lorsque j'étais plus jeune, j'étais contre la politique des quotas. Parce que je trouvais que c'était contre-productif d'obliger les gens à recruter telle ou telle catégorie de personnes juste parce que du fait de son sexe ou du fait de sa culture, etc., etc. Et j'espérais qu'on finirait par avoir un niveau égalitaire juste par le bon sens des uns et des autres. Et puis j'ai vieilli, j'ai mûri, j'ai appris, et je pense qu'on est beaucoup trop loin encore, et que si on veut accélérer le processus, il faut passer par les quotas, il faut responsabiliser les gens. Je le vois aussi, peut-être aussi que les responsabilités que j'occupe aujourd'hui m'ouvrent les yeux sur des choses que je ne voyais pas avant. On a tendance naturellement à recruter des gens qui nous ressemblent parce que c'est plus facile. Parce que quand on est un homme français, eh ben c'est plus simple qui ait fait ses études à l'ESSEC, eh ben c'est tellement facile de recruter un homme français qui a fait ses études à l'ESSEC parce que on sait comment ça fonctionne, on connaît les codes, on connaît les langages. Donc si on veut aider les gens à sortir de leur zone de confort, je pense qu'il faut un peu forcer le destin. Parce que sinon, ma foi, dans 50 ans, on y sera encore. Merci. Merci beaucoup. Merci Cécile. C'est un plaisir. On a quand même, je ne sais pas si on va inviter encore des femmes, parce qu'on a pris quand même pas mal de... On va débriefer après Samir, mais je ne sais pas si c'est... Non. En tout cas, on s'est régalé pour la qualité de cette présentation et surtout le contraste. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Donc, je vais vous demander maintenant, on va passer à la question aux salles, parce que il y a beaucoup de questions. Alors, juste avant, je vous annonce que le Portugal est éliminé, parce que voilà. Donc, j'ai suivi le match en temps réel pour vous. Donc, la France va pas affronter le Portugal. C'est peut-être pas une mauvaise nouvelle. Avant de passer aux questions aux salles, je voulais remercier dans la salle, il y a les membres fondateurs du comité de pilotage Espace Diapo qui sont là. Donc, j'ai vu Naïe, j'ai Maha, j'ai Bart qui est là.
Donc on peut également les applaudir, hein, si on est dans la salle. Et il y a également des étudiants. Alors ça, c'est une de nos innovations. On a invité des étudiants qui sont là. Je ne sais pas s'ils peuvent se manifester. Il y a quelques étudiants qui sont là. Voilà. Pour créer un peu de synergie. La première question, c'est Pape Koulibaly qui veut la poser, qui est venu du Montréal pour vous écouter, échanger avec vous. Donc il dit, il faut que je pose une question. T'es pas crédible une seule seconde. Genre, t'es venu du... Sans commentaire. Qu'est-ce que tu insinues qu'il est venu aussi pour les soldes ou... Je dis ça, je dis rien. Alors j'avoue que je suis arrivé avec cette question aux dames, mais je vais la reformuler. Pour vous, Madame de Lenovo. Aïe, aïe, aïe. C'est un domaine un domaine d'activité particulièrement masculin. J'aimerais parler d'obstacles, de barrières, d'armes, de comportements, d'attitudes ou d'aptitudes que vous avez eu à adopter justement pour contrer certaines des barrières tout au long de votre carrière et arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et ça va nous servir, nous, les coqs du poulailler, pour nous éduquer. Non, je pense pas que ça va vous servir parce que vous savez déjà naturellement le faire. Comme vous pouvez l'imaginer, ça a été très, 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 très dur. Ça a été dur d'abord parce que la première complexité, ça a été de sortir de ma zone de confort naturel. Moi, ma mère m'a pas élevée pour être une businesswoman. Elle m'a élevée pour être une bonne épouse, pour être une bonne fille, une bonne mère, une bonne fille. Et donc, ça, c'était ma première bataille. C'est un peu comme si vous faites un métier et vous vous rendez compte que ce métier n'est pas pour vous et que vous savez qu'il y a autre chose pour vous, mais vous savez pas comment y aller. Donc moi, ça m'a obligée à combattre mes propres limites. Parce que les premières limites, elles sont à l'intérieur, elles sont pas à l'extérieur. 50% des limites que nous avons, si ce n'est plus, peut-être même 80%, elles sont à l'intérieur. On croit que l'ennemi est extérieur, mais j'ai souvent été beaucoup plus dure avec moi que les autres ne l'ont été avec moi-même. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parce que j'avais un sentiment d'illégitimité, parce que j'étais une femme, parce que j'étais noire, parce que j'ai pas fait des études technologiques, je suis pas ingénieure, j'ai longtemps porté un complexe d'illégitimité, d'imposture. Merci. Et la seule manière pour moi de me battre contre ce complexe d'imposture, j'ai bossé. Il fallait que je sois meilleure que les autres, à chaque fois. Quand j'arrivais dans une réunion, j'étais préparée. Je savais exactement quelles questions j'allais poser à qui et je savais à quel résultat je voulais arriver. J'ai énormément travaillé avec mes équipes. Je me suis entourée de gens en qui je savais que je pouvais faire confiance parce que je me sentais tellement en danger que j'avais besoin d'aller me raccrocher à des gens en qui j'avais confiance. Et puis, au fur et à mesure que je progressais, j'ai trouvé des mentors et des sponsors. Et j'ai découvert quelque chose, c'est que dans les entreprises, si vous voulez éviter qu'on vous secoue, qu'on vous fasse du mal, associez-vous à ceux qui ont le pouvoir. Parce que si on veut vous faire du mal parce que vous êtes rien, on vous en fera pas parce qu'on sait que vous connaissez le patron. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Les hommes? Pas les femmes, d'accord. Les femmes, ça vient. Est-ce que vous avez des questions pour Elisabeth ou pour Thiaba? Une question. Il y en a vous deux. avez tellement été bonne dans vos explications que finalement... Bonsoir. Merci beaucoup, mesdames, parce que ce soir, ça a été un véritable plaisir de vous écouter. Parce que non seulement vous avez montré énormément de professionnalisme, mais il y avait l'intelligence du cœur.
On dit souvent, les personnes ne se souviendront pas de vous pour ce que vous avez fait ou pour ce que vous aurez dit, mais ils se souviendront de vous pour la façon dont vous les avez fait se sentir. Maya Angelou. C'est ça. Donc là, je regardais le visage des personnes. Elles étaient non seulement surprises, elles étaient contentes. Et il y avait quelque chose qui se passait en elles, parce que je suis moi-même coach. Et en fait, vous les avez fait vraiment se sentir bien et réaliser en fait que même on peut travailler dans un contexte très performant, tout en ayant cette intelligence du cœur. Merci. Merci beaucoup. Une question ici. Oui, moi j'ai retenu ce que vous avez dit sur le fait que les femmes se mettent souvent en retrait ou sont aidées à être mises à l'écart et en retrait. Et je dis toujours que tout commence par l'éducation. Ce sont les femmes qui transmettent le savoir, ce sont les femmes qui transmettent les mauvaises habitudes, ce sont les femmes qui transmettent tout parce que ce sont les femmes qui éduquent leurs enfants au quotidien. Bon, évidemment, étant la sœur de Tchaba, je sais comment elle a éduqué ses garçons, mais et comment nous avons participé à les, mettre sur les rails, respecter les femmes, c'est ça. Mais comment vous pensez que les femmes peuvent éduquer leurs enfants à être, à avoir cette neutralité du genre et neutralité des couleurs, et aussi sur un plan plus large, comment on arriverait, nous, Africains, parce que ce qu'on dit des femmes, c'est exactement ce que les Africains font dans un milieu international. L'Africain dira: ah, je suis chef de département, je n'oserai jamais postuler pour être président, présenter ma candidature et tout, parce que il me manque les 20%. Alors que le blanc, il dit: mais moi, ah oui, je peux. Pourquoi? S'il y a quelqu'un qui est là-bas, ça doit être moi. Et comment on peut arriver par l'éducation à la maison, à combler ce fossé? Je voudrais. Alors, oui, mais donc, en fait, il y a deux questions. Comment est-ce que l'éducation peut changer cet état d'esprit, et pourquoi est-ce que nous avons ces freins au moment de nous... c'est ça Alors, pour moi, l'éducation, à la limite, ce n'est pas à la maison que ça doit se passer, ça doit également se passer à l'école. J'ai fondé une école, bon, c'est une autre histoire, mais quand mon dernier fils avait 2 ans, j'ai réalisé qu'à Dakar, il n'y avait pas de crèche, personne ne voulait me le prendre. Or, j'estimais que pour un enfant, grandir à la maison avec juste la nounou, c'était pas idéal. Donc, bon, à force de stresser, j'ai décidé puisque ça n'existait pas, et que d'autres mamans avaient sûrement le même besoin que moi, j'ai fondé donc un préscolaire. Et très vite, alors j'ai une sœur qui est passionnée, donc elle est enseignante à l'université, elle est prof de droit. Elle fait beaucoup de recherches sur l'histoire du droit en Afrique, et elle est passionnée par les questions de genre. Et dans cette école, elle m'avait fait recruter une personne pour s'occuper de l'éducation des enfants et faire en sorte de gommer tous les stéréotypes qu'on leur a inculqués dans l'éducation. C'est très pernicieux, hein. C'est le petit livre où on montre maman à la maison en train de préparer le repas pendant que papa travaille au bureau. Donc, dans l'inconscient, déjà, une répartition des rôles se forme sans même que l'enfant sache que quelque part,
il y a cette manipulation, il y a cette division qui est en train de s'installer. Donc, ça doit être pris en charge en termes d'éducation et de manière programmatique. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que je ne crois pas en la science infuse. Il est difficile de changer de comportement et de changer les codes sociaux de manière spontanée. Il y a un coach dans la salle. Ça, c'est un travail, c'est un projet. Il faut changer les mentalités, il faut prendre conscience. On a tendance à vivre les choses parce que c'est leur ordre naturel, entre guillemets, alors qu'il s'agit juste d'un ordre social qui peut être modifié, mais pour cela, il faut d'abord qu'il y ait cette prise de conscience. Donc c'est d'abord l'installer, et puis ensuite éduquer à des comportements différents. Merci Kaba, merci beaucoup. Il y a encore 2 questions, donc je vous demanderai d'être très bref, de vous lever, de vous présenter. Marie, poser la question. En fait, l'idée, c'est on voudrait laisser du temps pour le networking libre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent vous rencontrer un peu et puis échanger avec vous. Merci. J'ai pas besoin de me présenter à nouveau, je l'ai fait tout à l'heure, donc je vais pas abuser du temps. Donc moi déjà, je voulais vous remercier d'être là. Je suis vraiment très fière de vous. Et je pense que toutes les femmes seront d'accord avec moi, pour les hommes aussi, mais surtout les femmes, que vous nous influez une énergie dont on a besoin. On a besoin de voir des exemples et on a besoin qu'on nous rappelle que nous sommes puissantes. Et merci d'avoir fait ça ce soir. Merci beaucoup. Et moi, j'ai une question, parce que tout à l'heure, Madame Moreno, vous avez évoqué le partenaire. C'est important d'avoir le bon partenaire. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et ma question est, comment vous avez fait avec les vôtres? Est-ce que vous les avez éduqués? Ou est-ce que vous êtes tombé directement sur les bons? Ça, c'est important. Je passe à Thiaba. Voilà. Non, plus sérieusement. Je parle de partenariat parce que je crois que la vie de couple est une vie de partenariat. Au-delà de l'amour que vous pouvez avoir pour la personne avec laquelle vous partagez votre vie, et je crois que quand on aime quelqu'un, ce qu'on aime, c'est ce que la personne nous renvoie de ce que nous sommes profondément. Et il faut que les choses soient claires et qu'elles soient dites dès le début. Je crois que ce qui tue la plupart des couples, c'est le manque de communication. Si vous ne partagez pas avec l'autre ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous avez envie de faire, pourquoi vous avez envie de le faire, donner du sens, parce que je crois que la vie de couple, bon là c'est pas super pro, mais je crois que la vie de couple, quand vous avez des enfants ensemble, quand vous avez envie de construire une histoire ensemble. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on dit que les femmes ne sont pas ambitieuses, les femmes sont ambitieuses déjà pour leur famille. On se met en couple, on fait des enfants, on construit une vie, on se projette, et si vous projetez les mêmes rêves et que vous avez les mêmes visions et les mêmes projets, a priori, ça devrait fonctionner. Là où ça ne fonctionne pas, c'est quand vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et heureusement, les gens évoluent dans un couple. Vous pouvez vous marier à 18 ans et puis vous rendre compte que vous avez pris des chemins complètement différents. Est-ce qu'il faut rester ensemble si vous vous rendez compte que vous êtes fondamentalement malheureux ensemble et que vous pourrissez la vie l'un de l'autre? Pardon, mais non. Voilà, donc il faut essayer de marcher du même pas. Merci Elisabeth. Il y a Absa qui veut juste le micro, juste 1 minute. Moi, je m'adresse à Thiaba. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose que je dis toujours aux jeunes filles en ce moment. Muñilen, muñ, la patience, la tolérance. Parce que so muñul ci sa liggéey doo am réussite. So muñul ci sa kër doo am réussite. So muñul ci sa environnement doo am une vie agréable. Et ça, les jeunes en ce moment, ils ont perdu.
la patience. Ils ont des diplômes, ils ont de l'expertise, mais amuñu muñu kaay. Ça, c'est vrai. Je le dis toujours à ma fille et aux enfants. Et quand vous dites coach, le coach, c'est la sénégalaise. Sa badjan là, sa badjan, moi, ce coach. La tante. Quand je dis badjan, tante paternelle. Et nous, on a perdu ces valeurs. Et quand vous dites que la première réussite, c'est la famille, le mariage. Mais xale yi dañuy sey takusaan bu timisee ñu tas waaw tous ont des diplômes, c'est leur problème. Ah oui, nous quand on dit analphabète ou autodidacte, nous on est là à subir, mais on a amené un bon résultat parce que ñoo leen jur tey ñoo leen jur ba pare li nga wax lu baax la. Parce que quand vous venez, c'est mon fils Mafal qui m'a dit, il y a Madame Si qui va venir. Elle a fait vraiment carrière bo xamné so ko gisé néna domam sa xarit la Abdou Aziz. Donc ils ont monté une entreprise au Sénégal et vous les accompagnez. Et ça c'est important parce que bala ngay sané ci all ba parce que yak ki yamu len culture. Ki mom limu gëm l'excellence xex ba yegg. Mais yow li nga gëm moy sa jëkkër sa njaboot sa famille. Donc moi je dis franchement il faudrait que nous les Sénégalaises qu'on retourne à nos propres valeurs. L'éducation, nos parents, notre famille et être croyant. Ça c'est une réussite. Si tu as de l'argent et que tu ne vis pas, c'est pas pareil. Merci. Non, Absa, merci beaucoup pour ce rappel. Moi, mon ambition, c'est que le mouille que Absa a évoqué, mouille, c'est vrai, c'est la patience, mais c'est surtout l'endurance. C'est un message que j'adresse à tout le monde, hommes et femmes, jeunes et vieux. Nous ne nous en sortirons pas si à la première difficulté, tout le monde a détalé. S'il faut 50 tentatives pour réussir, eh bien, c'est dommage de s'arrêter à la 49e. Donc, le fameux mouille, pour moi, est une expression de l'ambition et de l'excellence. Et si elle nous habite, c'est tous ensemble, parce que nous avons beaucoup parlé d'hommes, de femmes, mais c'est tous ensemble. Nous, en termes de société africaine, que nous devons nous développer. Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander, c'est dans nos habitudes, je vais vous demander de vous lever et de faire un standing ovation à nos deux invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on s'est régalé. Je vous demande de rejoindre vos... Est-ce que tu m'accordes une minute? D'aller prendre vos desserts. Moi, j'ai juste eu besoin d'une minute, parce que là, on a beaucoup parlé de réseau, tout ça, et je voulais juste lancer un appel aux gens de la salle, parce que là, je me rends compte, en fait, qu'on a la chance, dans la communauté sénégalaise, d'avoir un réseau, mais des réseaux qui sont vraiment très puissants sur tout ce qui est les réseaux sociaux. Donc, qu'on soit sur Facebook, sociétal, c'était important. Nous, on a besoin d'avoir un changement de mentalité dans nos populations. Et ça, on est en train de faire un travail, mais remarquable sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à y être actif, attentif, parce qu'on peut encore faire bouger des lignes, que ce soit sur Facebook, sur Twitter. Et moi, je suis toujours étonnée, en fait, maintenant, quand je vais à Dakar, et pourtant, je n'y suis pas depuis très longtemps, et maintenant, quand je vais à Dakar, il y a plein de gens qui nous connaissent via Facebook, via Twitter. Ben, Jules, on s'est connus sur Facebook, on s'était jamais vu, par exemple. Samir, je l'ai rencontré via Twitter. Et on se rend compte que c'est vraiment des choses qu'on peut mobiliser aussi pour le changement des mentalités, parce qu'on a beau dire, on peut mener plein de combats. Nous, on a d'abord besoin au Sénégal aussi de changer beaucoup de mentalités, de reconstruire en fait nos sociétés aussi d'un point de vue, parce qu'on a beaucoup de constructions sociales qui font que les femmes n'y croient pas forcément, et que donc c'est important qu'on ait aussi ce combat de ce côté-là, parce que les réseaux physiques c'est bien, mais là aujourd'hui on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, et c'est vraiment une force qu'on doit pouvoir mobiliser pour en faire quelque chose. Donc, merci. Que j'avais envie de dire merci. Merci, je vous invite
Je vous invite à aller prendre vos desserts. Merci beaucoup. On peut encore les applaudir. Merci beaucoup. Merci.